Bonsoir à tous, bonsoir chers amis, bienvenue à Ictus, au 49 rue des Renaudes. Je suis Benoît Dumoulin, j'ai l'honneur de vous accueillir dans ce lieu et d'accueillir l'Institut éthique et politique qui a eu la bonne idée d'organiser ce débat et auquel nous sommes heureux de participer et de co-organiser, puisque Ictus est aussi co-organisateur de l'événement. Avant de passer la parole à Ludovic Trollet au nom de l'Institut éthique et politique, je voudrais juste pour ceux qui connaissent pas, vous dire deux mots sur Ictus, qui est donc un institut qui a pour vocation d'assurer la formation des laïcs en politique en vue de l'engagement des politiques excusez-moi, c'est la fin de la journée, en vue de l'engagement des catholiques au service du bien commun dans la sphère politique au sens le plus large. Et donc, nous éditons une revue qui s'appelle Permanence, que certains connaissent. J'en ai mis des extraits, des exemplaires en accès libre. N'hésitez pas à la prendre. Elle est pour vous. Et j'en profite aussi pour vous faire de la publicité pour un institut qui s'est lancé il y a quelques années à Toulon, qui s'appelle le Centre anthropologique de Provence. Et peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais en tout cas, si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui ont entre 18 et 25 ans, qui ont envie de consacrer une année dans le cadre de leurs études ou après leurs études à la mission et qui ont envie de se former aux humanités classiques, eh bien, n'hésitez pas à prendre des plaquettes, je vais en laisser. C'est un institut qui propose aux étudiants à la fois de les former dans les humanités classiques et en même temps de leur demander de s'investir concrètement dans la mission, au service de l'évangélisation dans le diocèse de Toulon. Voilà ce que je voulais vous dire et en tout cas je suis à votre disposition après le débat pour parler avec les uns et les autres de toutes les activités que nous proposons à Ictus, nos cycles de formation, et nous sommes aussi un lieu de débat et je suis très heureux que le débat de ce soir puisse se dérouler à Ictus. Merci beaucoup et Ludovic, je te passe la parole. Merci Benoît et merci encore de nous accueillir ce soir. Donc, je me présente rapidement, Ludovic Trollet, donc je suis le président de l'Institut éthique et politique qui organise ce soir donc cette disputatio. L'objectif, c'est vraiment de vous proposer un débat contradictoire sur le thème qu'on a choisi, c'est-à-dire la réflexion autour de la finance et sa finalité au service du bien commun ou non. Tout ça, ça sera effectivement débattu ce soir. Cela vient en fait clôturer une dernière séquence du dernier trimestre de l'Institut, qui avait commencé, c'est juste pour que je vous mette un peu dans l'idée de l'Institut de développer en fait en cette fin d'année une réflexion autour du chaos. Étant donné qu'on a reçu donc le 4 octobre dans sa première séquence le général de Villiers qui nous avait annoncé sa grande préoccupation face à ce sujet qui le préoccupait énormément et de manière surprenante, il nous avait dit clairement que on était vraiment au bord d'une séquence compliquée. Et 3 jours après, on sait ce qui s'est passé, 7 octobre. Donc, il n'avait pas totalement tort. Ça bouleverse énormément les équilibres et donc la réflexion un peu sur la finalité et quel sens aujourd'hui on donne à l'existence dans ce contexte difficile. Donc, on a voulu compléter ce travail et cette réflexion du général de Villiers. Donc, c'était notre dernière rencontre sur comment éviter ce chaos avec Stéphane Rosès et Arnaud de Benedetti. Donc, alors effectivement, leur analyse, c'était que surtout ce chaos est un sentiment qui envahit les Français aujourd'hui, parce que dans notre imaginaire, c'est plus une problématique de dépossession, de désarroi face à effectivement ces circonstances que nous rencontrons,
Et il avait introduit, et c'est pour ça que ce soir on est très content de terminer sur la finance et la réflexion autour de sa finalité. Et il nous avait dit effectivement qu'une grande partie du désarroi des Français était liée à ce phénomène. Alors, il nous a expliqué de dépossession au sens de perte de souveraineté à la fois nationale et populaire, et pour lequel il dénonçait l'ultralibéralisme comme étant l'origine de cette difficulté. Donc, logiquement, ce soir, et c'est pour ça qu'on est très content de pouvoir aborder le sujet avec deux spécialistes de la question, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que, alors forcément, Charles Gave, on connaît donc son engagement et en tant qu'entrepreneur, conseil spécialisé sur justement les placements financiers. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Joseph a travaillé dans ce milieu et que, quand bien même il est donc était vice-président de la CFTC, donc un engagement syndical, il a travaillé dans ce milieu-là parce qu'il nous expliquera, je pense qu'il va, il connaît très très bien, ayant évolué dans ce milieu. Donc on est très content d'entendre effectivement deux personnalités qui vont, je pense, ce soir nous permettre d'accéder à une compréhension et approfondir notre réflexion, et on les remercie encore de leur disponibilité. Et donc bonne disputatio, bonne soirée à tous. Et on terminera par un moment de convivialité pour terminer l'année. Et on sera très content de pouvoir échanger avec vous après. Et s'il y a des questions, je serai aussi là avec toute l'équipe de l'IEP pour répondre à vos interrogations. Je crois qu'on a aussi la revue Capital Social qui est à disposition, et ainsi que des exemplaires du dernier livre de Monsieur Gave. La vérité vous rendra libre. Merci, bonne soirée. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Ludovic. Alors, je suis très heureux d'être là ce soir parce que j'ai eu la chance d'inviter Charles Gave déjà sur l'antenne. C'était à l'occasion d'un libéral nommé Jésus, un essai tout à fait... oui, mais qui m'avait marqué, que j'avais trouvé tout à fait intéressant. Et puis Joseph Touvenel qui aussi, à l'occasion de plusieurs actualités, vient régulièrement aussi sur l'antenne que j'ai la chance d'animer. Et qui donc, je puis dire, ce sont deux personnages qui ont une parole, et ils ont une parole affirmative, et je suis persuadé qu'il y aura des points communs entre eux, et évidemment des points de désaccord, c'est le principe d'une disputatio. Mais comme on s'est entendu aussi pour que la soirée soit agréable, l'idée c'est d'aller au fond et de ne pas rester à la surface des choses, comme si on était sur un plateau de CNews pour Joseph. Charles Gave aussi, vous passez aussi dans les médias, et vous avez une très forte audience avec l'Institut des Libertés, en particulier sur les réseaux sociaux. Vous êtes l'un des économistes les plus consultés sur les réseaux sociaux, ce qui prouve bien qu'il y a une demande aussi d'information. Alors pour vous présenter très rapidement, Charles Gave, économiste, financier, essayiste, donc votre livre sera disponible. Il l'est déjà d'ailleurs, La vérité vous rendra libre. Il n'y en a plus déjà? Bah alors, ouais, c'est un succès qui est déjà acquis. On sait que donc vous avez une carrière internationale de Pékin, Hong Kong, New York. Vous avez des bureaux, j'allais dire, un petit peu partout. Vous avez des antennes un petit peu partout. Vous avez conseillé beaucoup de monde. Et puis vous connaissez très très bien le fonctionnement donc des marchés financiers, ce qu'on appelle les marchés financiers. Et puis avec l'Institut des Libertés, vous vous battez aussi pour une vision de l'économie et de la liberté dans une société démocratique. Donc on va voir comment vous défendez ces points de vue. Et puis ce point de vue. Et puis Joseph Touvenel, alors je le connais depuis qu'il est ancien vice-président de la CFTC. C'est vrai que c'est un poste que vous n'occupez plus maintenant, Joseph. Vous êtes directeur de la rédaction de Capital Social, dont le 7e numéro sortira bientôt et qui sera consacré au système de soins en France. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous êtes aussi vice-président du Centre européen des travailleurs, 70 organisations qui sont représentées dans 30 pays d'Europe, donc dimension internationale aussi pour Joseph. Et quand je l'appelle pour venir de temps en temps à la radio, il me dit « Ah, je suis à Budapest, je suis à Bucarest, je suis à tel endroit dans le monde. » Donc aussi une visibilité, une grande mobilité. Et ça, on lui posera la question. Ah, je sens que Charles Gave, là, est bien parti. Il est bien parti. Alors, ce qui est intéressant aussi avec Joseph, c'est que Joseph, vous avez commencé à travailler à 16 ans et demi comme manœuvre en horticulture. Vous avez été homme de ménage, coursier, agent de sécurité. Vous avez travaillé aussi chez un agent de change. Ça, c'est bien pour la prononciation de la langue française avec léger. Et vous avez siégé à la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, ce qui donne là aussi un point de connexion
avec Charles Gave. Alors, juste un mot sur l'organisation de cette soirée, ça va être assez simple puisque je pars toujours de l'intitulé, forcément. La finance peut-elle être au service du bien commun? Je n'ai pas de micro, donc je vais laisser le mien à Charles Gave et vous allez pouvoir échanger librement. Peut-être peut-on commencer par votre conception du bien commun, déjà. Est-ce qu'il y a une définition commune à vous deux? Moi, j'en donnerai une, par exemple. Hein, c'est celle d'un livre d'un ancien banquier, Antonin Pujos, qu'on connaît aussi un peu ici. Le bien commun a perdu l'évidence qu'il avait dans le passé, l'individualisme ayant progressé dans nos sociétés morcelées. Le bien commun diffère des notions telles que l'intérêt général ou l'intérêt public. Il ne correspond pas à la somme des intérêts individuels des membres de la communauté considérée. Il reflète seulement la direction, la méthode qui est donnée à tous et acceptée par tous pour permettre à tout le groupe et à chacun de ses membres de vivre en harmonie. Et puis il y a une phrase clé. Le bien commun d'une communauté ne peut être atteint que si le bien... Il ne peut être atteint si le bien d'un seul de ses membres est menacé. Donc le bien commun, c'est une vision harmonieuse des choses et c'est plus une méthode qu'en fait la somme des intérêts particuliers. Voilà, Charles Gave, je vais vous laisser la parole là-dessus peut-être, hein, comment vous voyez les choses du point de vue. Et puis, il y a un crucifix au bout, donc j'imagine que vous allez faire le lien. Oui, il n'y a pas de problème. Justement, tiens, on va commencer par ça. Quand vous lisez, j'ai écrit ce livre sur Jésus il y a à peu près une dizaine d'années, oui c'est ça, peut-être plus, même 20 ans. Et parce que j'avais écrit un livre sur l'économie qui s'appelait Des lions menés par des ânes, et un certain nombre de gens m'ont dit, mais ce que tu dis est très bien sur la façon de fonctionner l'économie, mais c'est pas du tout chrétien. Alors j'ai dit tiens donc, et donc je me suis dit je vais relire les évangiles, parce que comme beaucoup de gens ici, si vous voulez, j'ai été d'une famille catholique, j'allais à la messe, j'écoutais vaguement ce que disait le bon père, les évangiles encore moins, parce que c'était là-bas au fond, il parlait pas très clairement, mais j'étais baigné dans l'église catholique, élevé par les jésuites, mais c'est un petit peu comme quand vous visitez Paris pour la première fois, vous êtes stupéfait de sa beauté, et quand vous lisez les évangiles pour la première fois du début à la fin, vous êtes stupéfait par à quel point c'est beau et c'est dur. C'est d'une dureté de diamant, les évangiles. C'est abominablement dur. Parce que quand vous lisez les évangiles, vous vous rendez compte de deux choses. Il y a deux choses qui en sortent mal pour un économiste. Je ne lisais pas avec un œil de chrétien, je lisais avec un œil d'économiste. D'abord, c'est le seul livre sacré dans lequel il n'y a pas une imbécilité économique. Vous lisez le Coran, vous lisez la Torah, vous lisez tout ça. Il y a un nombre de crétineries, ça n'arrête pas. Là, il n'y en a pas une, ce qui est tout à fait extraordinaire. Et toutes les grandes notions qu'on a mis 20 siècles à découvrir sont présentes. La théorie de la valeur marginale, Touchet, je faisais la petite dame qui donne ses 3 pites, vous savez, et ça a plus de valeur que ce que donne le type, etc. Donc la théorie de la valeur marginale y est, le côté sacré de la propriété y est, tout y est. Il n'y a pas une chose qui soit pas, donc c'était même stupéfiant. Donc j'ai fait ce livre en disant, hey, vous avez deux choses qui apparaissent très clairement quand vous le lisez, encore une fois avec l'œil de l'économiste, c'est que il y a deux notions. D'abord, c'est que Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Il en a vraiment rien à foutre il peut avoir un rapport personnel avec vous. Jamais Jésus ne va dire à Paul, Pierre ou Jacques d'aller faire ça. Il dit, tu le fais si tu veux, mais tu cesses de me casser les pieds. Donc, c'est un truc, c'est donc tout, et la deuxième notion qui sort, c'est tous ceux qui ne prennent pas de risques sont toujours condamnés. Ils vont toujours en enfer. Ceux qui prennent des risques, qui se sont cassés la gueule, la femme adultère, le fils prodigue, n'importe qui, on leur pardonne toujours à condition qu'ils aient demande de pardon. Donc, ces deux notions, l'individualisme dans l'œil de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a un projet pour vous, et c'est à vous de le trouver, et c'est l'histoire de toute votre vie. Et donc, ce projet c'est à vous de le trouver, c'est d'ailleurs, on peut pas être un bon catholique. On peut être un bon musulman, on peut être un bon juif, mais on peut pas être un bon catholique. C'est une religion qui vous rend fou. Il y a pas de problème, c'est impossible. Personne vous dit jamais que t'es un bon catholique, ça arrive pas, quoi. Et donc, c'est la première des choses. Donc, vous avez cette espèce d'appel à l'individualisme triomphant qui ne veut absolument pas dire l'égoïsme. C'est-à-dire que quand vous réalisez dans votre projet, vous réalisez le bien commun. Parce que vous ferez le bien autour de vous. Donc, le bien commun, c'est une dérivation de l'individualisme forcené qui est présent dans les évangiles. Et cette idée, les évangiles, il n'y a pas de groupe. Chaque fois, Jésus regarde quelqu'un, l'identifie, le regarde, il le regarde à Éléma. Vous savez, c'est le jeune homme riche.
Donc pour moi, le bien commun, c'est de créer une société où chacun peut donner le meilleur de lui-même librement. Voilà, c'est ça pour moi le bien commun. Alors, beaucoup de notions que vous avez énoncées, Charles Gave. La propriété, Dieu ne sait compter que jusqu'à un. L'individualisme forcené, c'est le terme que vous avez employé. Et le fait qu'il n'y a pas de vision collectiviste dans les évangiles, de direction collectiviste, et que donc il y a une parole pour chacun de nous, et que le bien commun résulte de la capacité de chacun donc à réaliser en fait ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et le risque, la récompense du risque. Joseph Touvenel, sous le regard du crucifié là-bas qui nous regarde, le bien commun. Curieusement, dans bien commun, il y a commun. Ça veut dire communauté. Et donc, si le bien est commun, c'est donc qu'il y a une communauté, ça veut dire que ça dépasse les individualismes. Et d'ailleurs, le lien avec le bien commun, il est tout de suite fait la destination universelle des biens. C'est-à-dire que les biens, il y a une destination pour tous. Là encore, on dépasse l'individualisme. Très largement. Pourquoi? Parce que l'être humain, l'homme et la femme, ont été créés comme des êtres sociaux. Ces êtres sociaux ne peuvent pas vivre seuls. Ils vivent avec d'autres. Ils reçoivent des talents, plus ou moins, qu'ils ont devoir de faire prospérer. Ils prendront des risques plus ou moins aussi en fonction de leurs talents. Mais ils ne sont pas des individus seuls. Ils sont des personnes au sein d'une collectivité qui sont amenées à vivre, à respecter, à faire vivre et à progresser. Et c'est tellement vrai que j'ai la chance de vous parler à Paris ce soir. Si j'avais pas eu des générations précédentes qui avaient fait ce magnifique pays, qui s'étaient battus, qui avaient travaillé, qui parfois avaient souffert, parfois en étaient morts, je ne pourrais pas vous parler ce soir. Je ne suis pas un individu tout seul, je suis aussi l'héritier d'une collectivité et d'une communauté, ce qui n'a rien à voir avec le communisme. Et je crois que Charles Gave l'avait déjà compris, ou s'il l'a pas compris à son âge, alors là je suis très déçu, parce que j'ai toujours pensé que c'était un homme intelligent. Et par contre, j'ai entendu quelque chose tout à l'heure, et j'ai peut-être mal entendu. J'ai entendu que dans les évangiles, on nous disait que la propriété était sacrée. Non. Non, non. La propriété est un droit essentiel, est un droit important. Elle n'est certainement pas sacrée. Quand j'ai le droit d'être propriétaire, et ce droit entraîne des devoirs, mais absolument pas quelque chose de sacré et d'intouchable. Le bien, mais c'est ce qu'on va faire. Le bien commun, à un moment donné, peut demander que je laisse mon droit de propriété. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y en a qui le font sur leur plus grande propriété, c'est-à-dire leur corps, et qui sont prêts à le sacrifier pour la nation. Ça s'appelle les militaires qui nous protègent. Qu'a-t-il de plus grande propriété que soi-même? Et pourtant, à un moment donné, je suis prêt à la sacrifier pour les autres. C'est là aussi le sens de la vie communautaire, avec évidemment le respect des personnes, de leurs qualités, de leurs défauts. Mais nous ne sommes pas, encore une fois, des individus séparés. En tout cas, le sens du bien commun, si c'était ça, ça serait pas bien commun, ça serait bien tout seul. C'est une des plus grosses erreurs conceptuelles que on puisse faire, c'est de considérer que l'individualisme, c'est la même chose que l'égoïsme. Ça n'a strictement rien à voir. Non, mais la réalité, si vous voulez, c'est que l'individualisme, c'est le désir d'arriver au sommet de vos capacités, parce que si vous arrivez au sommet des capacités qui vous ont été données, vous ferez le bien, et ce sera le bien pour tout le monde, ce sera un bien commun. Mais il n'y a pas dans les évangiles, à ma connaissance, un appel, l'Église l'a poussé après, mais je voudrais dire quelque chose qui me paraît très surprenant. L'Église a une doctrine sociale qui est intéressante. C'était Léon XIII, non? Et ensuite, il y a le travail qui a été fait par Centesimus Annus, un siècle après, sous Jean-Paul II. Et je trouve tout à fait anormal que l'Église ait une idée sur la façon dont
la richesse doit être distribuée sans avoir aucune idée de la façon dont la richesse est créée. Il n'y a pas un texte sur la richesse, que la façon dont la richesse est créée. Alors je trouve ça au poil, c'est le type qui dans le fond sait pas comment ça marche, et vous explique comment il faut faire si on reprend les évangiles, vous prenez la parabole des talents. Aujourd'hui, on est dans des systèmes, vous savez, il y avait 4 talents, qui fait 4 avec le long terme. Il y avait celui qui fait 2 avec le long terme, il redonne 2, puis il y a celui qui enterre son talent. Donc celui qui sert à rien, qui ne cherche pas le bien commun, mais qui trouve que le maître est dur, parce que la vie est dure. Donc celui-là, il enterre son talent, et aujourd'hui, vous remarquerez que le système d'imposition, au nom du bien commun, de la justice sociale, autre foutaise, est tout à fait, il donne l'argent de celui qui en gagne 4 et de celui qui en donne 2 pour celui qui ne faut rien et qui enterre son talent. Et ça, c'est pas le bien commun, c'est du vol. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que le bien commun, c'est pas de prendre le fric de celui qui s'est cassé la tête pour le donner à celui qui fait rien, parce que ça vous amène toujours au même résultat, ce que disait mon cher ami Milton Friedman, qui était un économiste tout à fait remarquable, et en plus il était juif, donc on ne peut pas lui en vouloir. Il disait, il y a 4 façons de dépenser son argent. Vous avez gagné de l'argent, vous le dépensez pour vous. En général, c'est bien dépensé. Par exemple, pour mon anniversaire, je m'achète une Harley Davidson. Vous voyez, ça me fait plaisir, c'est mon argent, je fais ce que je veux. C'est l'anniversaire de ma femme, je lui achète une Harley Davidson. Je suis pas sûr qu'elle serait intéressée par l'idée, mais le présent, ça va pas beaucoup l'intéresser, quoi. C'est bon, ça, donc l'argent que vous avez gagné et que vous faites dépenser pour quelqu'un d'autre, en général, c'est moins bien fait. Puis vous avez l'argent que vous recevez, pour lequel vous n'avez pas travaillé, par exemple l'héritage. C'est bien dépensé, mais enfin, est-ce mérité? Et puis vous avez le truc qui ne marche jamais et qui a toujours emmené désastre sur désastre dans l'histoire, c'est quelqu'un qui se donne le droit de piquer mon argent pour le donner à monsieur. Ça ne marche jamais. Vous achetez des voix, vous achetez la participation à la politique avec l'argent de quelqu'un d'autre. C'est du vol à la tire et ça se termine toujours dans les camps de concentration et dans la tyrannie. Et ça n'a rien à voir avec le bien commun. Donc le bien commun, ça commence toujours par le respect de la propriété privée. Et quand vous lisez les évangiles, vous lisez le maître et sa vigne, vous lisez les ouvriers de la dernière heure, mais il y a 40 défenses et illustrations de la propriété privée, et il n'y a que l'Église catholique qui l'a jamais vu. Alors, là, il y a des réponses forcément et des échanges là-dessus. Hein. C'est très curieux parce que j'ai cru entendre des réponses à des propos que j'avais pas tenus. Et donc ça pose un petit problème. Par exemple, sur le montant des charges, la fiscalité, je n'en ai absolument pas parlé, ni des charges, ni de la fiscalité, etc. Et donc ça doit être vous adresser à quelqu'un d'autre, mais non, certainement pas à moi. Vous avez parlé des talents, et vous avez dit, en ce qui concerne les talents, que chacun devait les développer. Et dans l'histoire des talents, c'est pas que chacun la développe, mais nous sommes d'accord. Mais l'histoire fondamentale des talents, c'est celui qui l'a enterré. C'est ça l'histoire des talents. C'est pas celui qui les a développés. Celui qui les a développés, il suit mon message. Le problème, c'est qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que bien commun, avec celui qui enterre. C'est ça la question. Vous voyez, quand je parlais du sens du collectif, c'est le respect de l'autre et notamment de la parole de l'autre quand c'est à lui de parler ou pas. L'individualisme, c'est je prends, j'accapare, c'est à moi, et quand c'est à l'autre de parler, je pars à sa place. Nous en avons une excellente démonstration, et la vie en société, par le rassemblement des individualismes, ça devient terrifiant. Sur individualisme et égoïsme, justement. Alors, je vais vous donner un exemple pour mieux me faire comprendre sur ce sens collectif. Il se trouve que j'ai été parachutiste et je suis breveté commando. Comment ça se passe dans un commando? Vous êtes 15 gaillards, et je vais vous raconter une histoire. La première fois, j'étais pris, j'étais content, j'étais jeune, dynamique, un peu sportif. Et on est parti faire un parcours commando. Et je suis arrivé premier, j'étais très fier de moi. Les autres sont arrivés, et là, le brave adjudant m'a dit, Touvenel, t'es un vrai con, t'as rien compris.
T'as rien compris, je te demande pas d'arriver avant les autres. Ce que je te demande, c'est si toi, à ce moment-là, t'as plus de facilité que les autres, alors tu vas aider celui qui a moins de facilité. Et j'ai pas l'impression que dans notre pays, les commandos soient les plus mauvais. Et par contre, ça c'est très révélateur. Quand je peux plus, pour X, Y raison, alors mon devoir est aussi d'aller aider celui qui peut moins. Ça ne veut pas dire que celui qui peut moins ne doit rien faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut tolérer la fainéantise. Non. Ça veut dire que nous sommes des êtres humains et que nous avons un devoir de solidarité. Sur la doctrine sociale de l'Église, vous avez parlé de Léon XIII à juste titre, mais elle n'est pas née avec Léon XIII. Hein. La doctrine sociale de l'Église, elle naît avec un certain Jésus-Christ, et d'ailleurs, elle a été travaillée, notamment par exemple au Moyen-Âge. Vous avez quelqu'un qui s'appelle saint Thomas d'Aquin, qui a travaillé sur le juste salaire. Chacun, de par son labeur, alors nous sommes d'accord, il y a le labeur, le travail, doit pouvoir vivre dignement, lui, sa famille est épargnée. Nous sommes au XIIIe siècle. Chacun de par son labeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai des responsabilités économiques importantes, je dois veiller que ceux qui travaillent puissent vivre dignement de leur travail. Eux, leur famille est épargnée. Mais ça, c'est le Moyen-Âge. Aujourd'hui, on n'y est pas. On a quelques progrès à faire en la matière, et c'est toute la responsabilité de ceux qui contrôlent en partie la finance, ce qui est plutôt bien, c'est-à-dire avoir de la ressource. La question est, que fais-je de ma ressource? Est-ce que je m'en sers pour le bien commun? Ou est-ce que je m'en sers de façon destructrice? Et l'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est comment j'ai eu ma ressource? Est-ce que je l'ai eu de façon honnête, par mon travail ou par l'héritage, qui est aussi tout à fait honnête? Ou est-ce que je l'ai eu en exploitant les petits-enfants dans les mines de lithium aujourd'hui pour que les bobos roulent en voiture électrique? Puisqu'aujourd'hui, vous avez 40 000 enfants qui travaillent dans les mines de lithium au Congo, alors qu'ils devraient être à l'école. Et que si on payait d'ailleurs un petit peu plus, peut-être 1 euro ou 2 euros de plus, la batterie dans les voitures électriques, au lieu que ce soit des enfants qui travaillent dans des conditions abominables, on aurait peut-être des adultes payés normalement par rapport au niveau de vie du pays. Enfin, sur la propriété privée, évidemment, je suis de ceux qui la défendent. Mais, et pourtant, j'ai lu il y a quelque temps un certain Charles Gave qui disait quelque chose d'intelligent. Il m'a dit, quand les choses évoluent, il faut savoir faire évoluer un peu ses idées. Et la meilleure démonstration, c'est sur la propriété privée. À l'époque du communisme délirant, celui qui occupait la moitié de l'Europe, et des marxistes qui nous disaient suppression de la propriété privée, il était normal, il était sain, il était légitime de dire touche pas à la propriété privée, c'est un bien essentiel pour tous. Mais une époque où ceux qui possèdent de très grandes choses, alors j'ai rien contre ceux qui ont beaucoup. La question que je leur pose, c'est que fais-tu de tes talents? Mais que certains qui ont beaucoup s'accaparent la propriété des autres, alors là, enfin c'est pas moi, c'est un certain Jean-Paul II, je crois même qu'il est saint, qui disait la propriété privée n'est pas un absolu. Si elle s'oppose au bien commun et si elle s'oppose au bien de la société, alors elle n'a plus le droit. Aujourd'hui, ce qu'un certain nombre de propriétaires oublient, c'est que puisqu'ils ont des droits de propriétaire, ils ont aussi des devoirs. Alors, Charles Gave, sur la question clé de la propriété, sur toutes les questions abordées par Joseph Touvenel, comment apporter une réponse? On va commencer on va faire un pas en arrière, parce que là, le débat c'est pas celui-là. Le débat aujourd'hui, tel que l'a placé M. Touvenel, c'est d'opposer des individus les uns aux autres, c'est-à-dire les riches contre les pauvres. C'est une notion qui remonte à Marx, mais qui est en rien chrétienne. Et dans les évangiles, à la fin de la parabole des talents, il y a la phrase absolument extraordinaire qui est très difficile à expliquer, mais qui est, car il sera donné beaucoup à ceux qui ont déjà tout,
et ceux qui ont rien en auront encore moins. C'est une phrase abominable, mais elle est à la fin de la parabole des talents. Et je pourrais essayer de vous l'expliquer si vous voulez en tant qu'économiste. Mais c'est très, parce que quand vous arrivez dans un système de production, tous les systèmes de production, tous les systèmes sociologiques, tous les systèmes, c'est toujours 80% des accidents de voiture sont faits par 20% des conducteurs. 80% de l'alcool en France est bu par 20% des gars. Et 80% de la richesse est faite par 20% des gars. Et dans ces 20% des gars, il y a 80% de la richesse qui est faite à nouveau par ces 20%. C'est-à-dire que 4% des gens sont responsables de 64% de la création de richesse. Et donc, si vous empêchez ces gars-là en les freinant, vous appauvrissez tout le monde. Donc, j'ai fait des études savantes pour montrer à tous mes clients quelque chose de très intéressant. C'est que si vous voulez que les pauvres voient leur niveau de vie monter, ce que nous souhaitons tous, hein, c'est comme ça qu'une société est jugée, c'est avec la hausse des plus défavorisés. Eh bien, il faut qu'il y ait des disparités considérables dans la société. Si vous avez une société où tout le monde gagne la même chose, les pauvres s'appauvrissent de façon abominable. Et c'est un fait. Donc, si vous voulez, ces histoires de dire l'égalité sociale, c'est que tout le monde gagne pareil, c'est une grosse bêtise. Alors, c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point, c'est que nous ne sommes pas les ennemis les uns des autres. Pour un libéral, il n'y a qu'un ennemi, c'est l'État. Et les gens qui gouvernent l'État. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Une nation, c'est un groupe de gens qui veulent vivre ensemble, comme disait Renan. De cette nation, au bout d'un certain temps, sort un État qui est chargé de protéger la nation, avec les fonctions régaliennes, hein, la police, la justice, l'administration, etc. Et pour payer ça, il faut des impôts. Et pour que l'État fonctionne, vous donnez à l'État le privilège de la violence légitime, comme disait Max Weber. C'est-à-dire qu'il peut vous couper la tête, il peut vous mettre en prison, il peut vous pendre. Fort bien. Et le seul problème de la science politique et de l'économie, c'est une fois que vous avez donné ce pouvoir à ces gens qui sont dans l'État, comment vous faites pour qu'ils vous martyrisent pas? Comment vous faites pour liquider les gars qui sont fous, qui arrivent au pouvoir, qui sont fous? Comment vous faites pour empêcher les Hitler? Les crimes depuis 2 siècles, ça n'a pas été les crimes des riches, ça a été les crimes des États. C'est Staline, c'est les nazis, c'est les fascistes. Le libéralisme, il a tué personne. Il a permis au niveau de vie de monter de 5 ou 10 fois en l'espace de 200 ans. Et donc, encore une fois, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Aujourd'hui, l'idole du monde moderne, celle qu'il ne faut pas adorer, c'est l'État. Or, il y a toute une série de gens qui entendent prendre le contrôle de l'État, y compris parmi les chrétiens, pour ensuite forcer l'égalité, comme si l'égalité était une chose qui est dans les évangiles. Il n'y a aucune égalité dans les évangiles. Jamais. On est tous égaux dans l'œil de Dieu, mais dans la vie pratique, rien du tout. D'ailleurs, on l'a bien vu dans la parabole des talents. Hein. Il donne 4 à celui qui est bon, 2 à celui qui est moyen, 1 à celui qui est nul, et d'ailleurs, il n'aurait pas dû lui donner rien du tout. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est arrêtons de nous tromper d'ennemis. L'ennemi, c'est pas Monsieur Arnaud. L'ennemi, c'est Mélenchon. C'est lui qui nous mettrait en prison, c'est lui qui nous mettrait dans des camps, c'est lui qui nous tuerait. Et en plus, Mélenchon utilise un langage chrétien, en parlant soi-disant chrétien, qui a été repris par l'Église, en disant il faut tous être égaux, il n'y a pas de raison qu'il y en ait plus que les autres, etc. Et donc, aujourd'hui, le choix, c'est entre la liberté, qui implique la liberté économique, et Mélenchon. Et c'est ce qu'on voit tous les jours. Il n'y a pas, encore une fois, on ne peut pas être à moitié enceinte. Ou vous êtes enceinte de la liberté, ou il n'y en a pas. Donc, je suis très intéressé par cette discussion, mais je dis, le vrai problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte à quel point ma liberté dans les 80 dernières années s'est écroulée. Il y a un tas de choses que je pouvais faire il y a 80 ans que je ne peux plus faire. Je suis bloqué dans tous les sens. Mais quand est-ce qu'on va rendre les citoyens libres à nouveau? Quand est-ce qu'on va suivre le problème de Pompidou?
Ben, je sais pas, mais par exemple, aujourd'hui, dans ce qui est mon métier, je dois investir l'argent des gens qui me confient leur argent, par exemple, c'est un des métiers que j'ai pratiqué. Et l'État a décidé que je n'avais pas le droit de faire ceci, que je n'avais pas le droit de faire cela, que je ne pouvais pas m'occuper des gens pauvres, que je ne pouvais pas faire ceci, faire cela. Donc aujourd'hui, mon métier est réglementé. J'ai été au conseil de SCOR, qui est une grande société d'assurance. Eh bien, au début, c'était intéressant. On disait ce qu'on allait faire, comment on allait déployer de l'argent. Et puis, au bout de 2-3 ans, il y a Bercy qui est arrivé et on n'avait plus, le conseil de SCOR n'avait plus aucun impact sur l'activité de SCOR. C'était tout décidé à Bercy. Vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela, vous n'avez pas le droit d'acheter ceci, vous n'avez pas le droit d'acheter cela. Et donc, il y a un pouvoir réglementaire qui s'est mis en place qui nous étouffe. Donc, arrêtons de parler de justice sociale, parlons de liberté. Alors, Joseph, beaucoup de choses. Hein. Sur les, vous avez tout noté, Joseph, c'est bon? Les disparités considérables, etc. J'ai peut-être noté le principal. D'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas une seule fois depuis le début parlé de justice sociale. Et depuis tout à l'heure, Charles Gave me regarde la justice sociale. Je suis pas contre, mais j'en ai pas parlé. Sur le ne pas opposer les riches aux pauvres, les machins, je ne l'ai jamais fait, je le ferai jamais. Au contraire, tous mes engagements vont à l'encontre de la lutte des classes. Donc je vais pas y revenir là-dessus parce que ça c'est un débat qui peut avoir lieu avec d'autres, mais pas avec moi. Voilà, c'est quelque chose qui m'est absolument étranger. Par contre, j'ai entendu tout le monde gagne. Je suis pas pour que tout le monde gagne pareil. Ben, moi non plus. Mais personne n'en a parlé ici. Dire que quelqu'un qui travaille de son travail doit pouvoir vivre dignement, c'est pas la même chose que dire chacun doit gagner la même chose. Ça veut dire que je respecte suffisamment la valeur travail pour lui donner un prix qui est le prix que quand je travaille, je peux vivre dignement. Ça, c'est la doctrine sociale de l'Église qui date au moins depuis saint Thomas d'Aquin quand il l'a théorisé. Et donc, c'est pas du tout la même chose que tout le monde gagne pareil, il n'y a pas qu'une tête qui dépasse. J'espère que vous m'aviez compris, Charles Gave. Ou alors c'est que je m'exprime vraiment très mal. Le libéralisme n'a tué personne. Alors, depuis tout à l'heure, j'entends quelque chose qu'il faudrait peut-être définir. Ce qu'est le libéralisme. Si le libéralisme, c'est la liberté d'entreprendre, très bien, je suis un libéral. Je rejoins Charles Gave sur aujourd'hui, en France, l'État se mêle de beaucoup trop de choses, nous enquiquine sur des tas de trucs alors que ne s'intéresse beaucoup moins à l'essentiel et nous fait les trucs des commissions, des machins. On en est entièrement d'accord. Mais enfin, la liberté, c'est pas un absolu. On a fait l'expérience en France d'un monde entièrement libéral. 1791, loi Le Chapelier, décret à l'art. Toutes les protections ont été interdites. Toutes. Bilan, la très très grande pauvreté. Bilan, plus de 150 ans d'exploitation infâme. Parce que c'est l'idée rousseauiste du libre contrat. C'est comme ça que ça a été présenté quand ça a été voté. Le brave citoyen Le Chapelier, le brave bourgeois de son État, quand il a présenté sa loi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a cité énormément Jean-Jacques Rousseau en disant « Chacun est libre ». Puisque chacun maintenant est un citoyen et libre, chacun peut contracter librement. Et comme ça, intellectuellement, on se dit « c'est pas mal ». Oui, mais la vie, c'est pas un monde intellectuel. La vie, ce sont des réalités. Et entre celui qui peut donner du travail et celui qui a besoin de travailler pour vivre et faire vivre les siens, si vous mettez aucune règle, aucune protection, alors celui qui peut donner peut tout imposer à l'autre. C'est exactement ce qui est arrivé au 19e siècle et ça a fait des milliers de morts, tellement que les généraux de l'armée française ont réagi à un moment donné en disant mais les conditions sont tellement abominables dans l'industrie que si on doit faire une levée en armes des hommes, nous n'aurons pas suffisamment d'hommes jeunes en bonne santé parce que le nombre de ceux qui avaient perdu un bras, une jambe, un machin dans les usines était considérable. Donc cette expérience de ce que je vais pas appeler le libéralisme, mais l'ultralibéralisme, on l'a fait. Et sur ce terreau de grande injustice, s'est développé le communisme, en réaction notamment
contre ces très très grandes injustices. C'est pour ça que la liberté n'est pas un absolu. Je vais terminer par 2 exemples. Alors il y en a un qui va peut-être pas plaire du tout à Charles Gave, peut-être pas non plus le deuxième. Le premier, je pense que dans la société, aujourd'hui on nous met trop de règles, mais qu'il faut mettre aussi des choses. Je suis de ceux qui pensent que dans notre société, on avait quelque chose qui s'appelait le repos dominical. Et il y avait un interdit, c'était les grandes surfaces ne peuvent pas ouvrir le dimanche, pour permettre la vie familiale, la vie personnelle, la vie associative, la vie spirituelle. Ça permettait aussi d'ailleurs beaucoup plus facilement aux petits commerçants, aux artisans, à nos marchés traditionnels, qui ont toujours été ouverts le dimanche, s'ils le souhaitaient, de vivre. Donc ça faisait déjà plus d'emplois, ça maillait les territoires, etc. Mais autant je pense que l'État ne doit pas trop en faire, autant je pense qu'à un moment donné, il faut mettre des bornes. Et par exemple, une des bornes est le repos du dimanche, parce que notre collectivité, notre bien commun, s'en trouve mieux. Dernière chose, si je mets le principe de la liberté, c'est quoi? J'ai envie, je peux, je fais. Donc, je peux exploiter une femme pauvre pour lui acheter un enfant. Je peux marchandiser l'humain. Nous en sommes là aujourd'hui. Et vous estimez que cette liberté, c'est la vraie liberté? Cet enfant, il aurait eu la liberté de pas avoir de père, d'être arraché à sa mère? Cette femme pauvre, elle aurait eu la liberté de dire non? C'est pas la liberté. Ou alors on n'a pas le même concept de liberté. La liberté, c'est pouvoir choisir. Charles Gave, faut répondre sur ces points précis. Alors, moi j'aime beaucoup Jean-Paul II, et je connaissais très bien la personne qui a beaucoup travaillé pour Jean-Paul II, c'est le père Sirico, qui est un homme tout à fait éminent, qui vit à Rome, et qui a un Italien, je pourrais vous en parler quand on arrêtera de parler, mais et Jean-Paul II a donné la plus belle définition qui soit de la liberté, c'est de pouvoir et de vouloir faire ce que l'on doit faire. Donc, il ne peut pas exister une société libérale qui ne soit pas une société profondément chrétienne. C'est la première des choses que je veux dire. C'est-à-dire que le libéralisme, ça n'est pas, comme le pensent pas mal de gens, le renard dans le poulailler. C'est que c'est les grandes périodes de croissance. Maintenant, on nous a raconté un conte de fées tout à fait intéressant sur la façon, plutôt un cauchemar, sur la façon dont l'Europe avait vécu au 19e. Il faut savoir qu'il y a des scientifiques qui ont fait des travaux sur cette immense période de malheur de la France qui a duré un siècle et demi. C'est un garçon qui s'appelait Jacques Marseille, qui était un ancien communiste et qui a regardé l'évolution du niveau de vie pendant tout le 19e siècle. À tout moment, si vous preniez une photo, c'était abominable, et si vous preniez le film, ça ne cessait de monter. Le niveau de vie ne cessait de monter, le niveau de... Donc, si vous voulez, c'est un processus rhétorique assez facile de montrer que ça allait très mal au moment du rapport Villermé en 1830, parce qu'on prend une petite photo à ce moment-là, mais vous voyez qu'au 19e, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que à peu près au début du 19e, je vais vous donner un exemple pour contrer un peu ce que vous avez dit, qui est faux. Malthus arrive et dit en 1810, c'est-à-dire au début de cette période d'extrême liberté, et dit si la population, il va y avoir trop de gens sur la Terre, puisque les denrées animales, les denrées humaines se développent de façon arithmétique et la population de façon géométrique. Vous savez, c'est le vieux truc de Malthus. Donc, on va tous mourir de faim. Ce qui avait toujours été vrai dans l'histoire jusque-là. La seule méthode de contraception qui marchait, c'était la famine. Vous aviez eu des famines considérables. Toujours dans l'histoire. Quand il y avait d'un seul coup, paf, on liquidait la moitié de la population. En 1715, il y a eu quelques années où il a fait froid, au moment de la guerre de Louis XIV, et il y a eu 4 ou 5 millions de Français qui ont disparu, mais dans la campagne, donc tout le monde s'en fout, on ne les voyait pas. Vous savez, c'était pas en ville. Et par contre, à partir du moment où arrive le libéralisme, arrive le progrès technique, parce que le libéralisme implique l'interdiction de l'esclavage. L'esclavage, si vous voulez, puisque tout le libéralisme, la base du libéralisme de Locke, c'est de dire chacun est propriétaire de son travail et personne ne peut lui en enlever le fruit. Donc, ça interdit l'esclavage. À partir du moment où vous avez l'esclavage, vous n'avez plus d'esclavage. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez que votre niveau monte, il faut que vous fassiez des progrès techniques.
Et donc vous avez eu cette immense, et aujourd'hui la population a été multipliée par 8 en 2 siècles, dans toutes ces périodes de misère abominable. Les gens mouraient comme des mouches, mais ils se développaient, ils mouraient, alors qu'avant, elles se développaient pas, puisqu'ils n'avaient rien à bouffer. Donc arrêtez de dire que le libéralisme a été une période de grande misère. C'est le moment où la population a le plus monté dans l'histoire de l'humanité. La croissance était de 5% par an. 5% par an. C'est-à-dire que le niveau de vie montait de 5% par an. Donc on me raconte des contes de fées, des histoires sur c'était horrible ce qui s'est passé au 19e. Mais regardez la hausse du niveau de vie. Regardez Paris en 1800, regardez Paris en 1900. Et puis vous verrez la différence. Et qu'il y a eu des gens malheureux tout le temps, j'en doute pas. Mais cette histoire que le libéralisme a été accompagné d'une grande misère, c'est vraiment ce qu'on racontait aux petits-enfants pour leur faire peur le soir, quoi. Ça tient pas debout une seconde. Il n'y a pas un scientifique qui dit, à part les gens qui ont été dans les bonnes écoles, que le libéralisme a amené une baisse du niveau de vie. Mais c'est une contre-vérité, mais phénoménale. Joseph Touvenel. C'est intéressant parce que moi, je n'ai pas parlé de baisse du niveau de vie. J'ai parlé d'exploitation éhontée des êtres humains. Alors, j'ai entendu parler d'esclavage. J'ignorais qu'en France, au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, au XVIe siècle, au XVe siècle, il y eut des esclaves. Je viens de l'apprendre. J'avais cru le comprendre puisque vous preniez l'exemple, le libéralisme, c'est la fin de l'esclavage. Et encore une fois, je n'ai pas condamné le libéralisme. J'ai dit qu'il fallait bien s'entendre sur les mots. J'ai dit, si c'était pour la liberté d'entreprendre, oui. J'ai pris l'exemple de la loi Le Chapelier décret à l'art, qui ont fait que la France est tombée dans une situation abominable, qui n'existait pas avant, parce qu'avant, il y avait des protections sociales. Alors, je sais pas. Alors, vous m'avez cité un historien en me disant c'est un ancien communiste. Je comprends pourquoi vous avez une mauvaise lecture. Mais vous prenez tous les historiens sur cette période, vous verrez que cette période est abominable. Abominable. Mais quand vous me dites c'est peut-être pas abominable parce qu'on a supprimé l'esclavage, mais enfin c'est pas le libéralisme qui a supprimé l'esclavage. L'esclavage, le premier qui a dit chaque être humain est infiniment respectable, c'est Jésus-Christ. C'est pas le libéralisme. Hein. Le libéralisme, alors c'est la liberté. Si c'est la liberté que chacun doit pouvoir naître libre et être libre, on en est d'accord. On est contre l'esclavage tous les deux. Enfin, l'esclavage, c'est pas le sujet de la France ni de l'économie française. Hein, je suis désolé. Ce qui s'est passé au 19e siècle, et je n'ai pas parlé moi du 19e siècle, tout le 19e siècle. J'ai commencé au 18e. Vous avez remarqué 1791. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un redressement, notamment sous Napoléon III, avec des lois sociales pour redresser le pays. L'exemple que j'ai pris, vous imaginez que les militaires français, à un moment donné, quand ils disent « si on fait une levée en armes, on n'aura plus de jeunes qui pourront servir », c'est pas parce qu'il y avait un problème dans le pays, ils l'ont dit, ils l'ont décrit, et ce sont pas les seuls. Les enfants dans les mines, c'était interdit. C'était interdit. Les salaires, quand vous regardez les salaires, regardez bien comment les salaires chez les soyeux, par exemple, comment à partir de 1791, alors que le salaire minimum existait. Dans un certain nombre de professions, par exemple ici, à Paris, il y avait un salaire minimum pour les couvreurs, les charpentiers, les maçons, etc. Il y avait même eu une grève sous Louis XIV dans la construction de Versailles parce que le salaire minimum n'était pas respecté. Et le roi s'est fâché en disant « Qu'est-ce que c'est mon château se construit pas ?» Puis quand il a su que c'était parce que les engagements salariaux étaient pas tenus, il s'est pas fâché contre les ouvriers qui bossaient pas. Il s'est passé contre les bourgeois qui exploitaient les ouvriers. Et le roi a mis vite fait de l'ordre là-dessus en disant, il y a des engagements, vous payez le salaire minimum. Mais ensuite, il n'y avait plus. Et vous regardez bien comment les gens étaient conduits dans la misère, parce qu'ils travaillaient sans avoir les moyens de vivre. Et puis, il n'y avait plus non plus le respect des horaires de travail qui existaient avant. Eh oui. Vous pouvez prendre. Ce que je vous conseille, si vous êtes intéressé par le sujet, vous avez le premier texte écrit sur les lois économiques et sociales en France. C'est le livre des métiers qui a été fait sous Saint-Louis. Pourquoi? Parce que Saint-Louis, vous savez, il rendait la justice. Et pour rendre la justice, quand il y avait un conflit au sein d'une corporation, comme les règles se transmettaient de maître à apprenti, de maître à élève, par oral, Saint-Louis a dit, mais il faut mettre tout ça par écrit. Parce que si on doit juger et qu'on n'est pas de la profession, il faut qu'on ait les règles de chaque corporation.
Alors ça a été fait, c'est le livre des métiers. Il est très intéressant. Il nous apprend qu'il y avait des caisses de retraite, des caisses de solidarité, des salaires minima, etc., etc. Et même, pour ceux, les artisans, par exemple, à Paris, qui vendaient des bijoux et qui les fabriquaient et qui ouvraient le dimanche ou les jours de fête, alors l'ensemble de les bénéfices devait aller dans une caisse pour distribuer aux pauvres. C'était pas si mal quand même. Charles Gave, est-ce qu'on peut détailler ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que l'Église n'a pas de doctrine économique sur la production de richesse? Et j'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus. On a fait beaucoup d'histoire et c'est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut essayer de voir, pour répondre à la question, la finance peut-elle contribuer au bien commun, aller dans le sens du bien commun, avoir un peu des outils, les moyens de comprendre la manière dont vous envisagez cette question? Et je vais revenir à mes sujets de préoccupation, qui sont à peu près toujours les mêmes. Comment se crée la richesse? C'est la question essentielle de l'économie, c'est qu'est-ce que c'est que la valeur? Le PIB, tout ça, on s'en fout. Mais la question essentielle de l'économie, c'est qu'est-ce que c'est que la valeur? Et là, c'est une question extrêmement importante parce qu'une valeur ne se réalise dans un prix que quand deux individus volontaires, tous les deux, acceptent de faire une transaction à ce prix. Donc, il y a des millions de valeurs dans l'esprit des gens et il y a un prix au moment qui durera une seconde et c'est ces prix qui vont servir de base aux entrepreneurs parce que c'est ces prix qui sont le système d'information des entrepreneurs pour prendre des décisions d'en produire plus, moins cher, etc. Donc, la première des choses, c'est qu'est-ce que la valeur? La valeur, ça résulte d'un prix qui est le résultat de deux individus qui volontairement font une transaction et se sentent mieux tous les deux après. Donc, une valeur est créée si les deux individus au moment de la transaction ont vu leur satisfaction augmenter tous les deux. Bien, ça, c'est la valeur. Le prix. Et le prix, vous le mesurez dans quoi? Vous le mesurez dans une monnaie. Et la monnaie, si vous le mesurez, parce que c'est ce qu'il fallait, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir une monnaie. Et la monnaie, depuis un certain temps, est tombée sous le contrôle de nos États, qui eux-mêmes sont tombés sous le contrôle de forces obscures que je préfère pas décrire aujourd'hui ici. Donc vous êtes tous parfaitement au courant. Donc, prenez par exemple les taux d'intérêt à zéro. Qu'est-ce que c'est les taux d'intérêt à zéro? C'est-à-dire que quand vous prenez une décision d'investissement, vous avez le risque du temps qui rentre en compte. Les taux d'intérêt, c'est la mesure du risque du temps. Mon professeur d'économie à Toulouse m'avait dit le taux d'intérêt, c'est ce qu'on vous paye pour que vous épargniez. Parce que le temps est incertain. C'est l'incertitude du temps. Bien. Si vous acceptez le taux d'intérêt, c'est l'incertitude du temps. Si vous mettez des taux d'intérêt à zéro ou des taux d'intérêt négatifs, comme on l'a eu en France pendant un certain nombre d'années, ça veut dire, en termes logiques, philosophiques, que le futur est plus certain que le présent. Ce qui est une imbécilité philosophique inouïe. Donc, ces gens qui nous gouvernent nous ont mis dans une impossibilité physique, physiologique, économique. Pourquoi? Parce que les forces qui les contrôlent, s'ils peuvent emprunter à zéro pour acheter les biens qui ont été faits par des vrais entrepreneurs et les spolier, c'est ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez, ça fait 20 ans que les banques centrales sont tombées sous le contrôle d'une classe criminelle qui est fait partie de l'État et qui bute avec férocité contre le bien commun. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est arrêtez de me casser les pieds avec ce qui s'est passé au 19e. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au 21e. Aujourd'hui, nous avons une classe criminelle qui s'est emparée des banques centrales, qui s'est emparée des banques, qui manipule tous les prix, les taux d'intérêt, les taux de change, et tous ces gars-là, il faudrait les mettre contre un mur et les fusiller. Ce sont des ordures. Et c'est pour ça que je dis, et il y en a tout un tas qui sont d'excellents chrétiens, hein, vous savez pas, ça, tous les patrons de grandes banques, j'ai beaucoup d'admiration pour eux, ils sont tous... Donc, encore une fois, c'est que le bien commun, ça suppose la liberté des prix,
que les prix, que ça suppose qu'on ait un vrai prix pour le temps, les taux d'intérêt, qu'on ait un vrai prix pour la monnaie, les taux de change, et de ces deux prix découlent tous les autres prix. Et si vous n'avez pas de liberté dans ces deux prix, tous les prix dans le système sont fous, et donc les entrepreneurs ne peuvent pas agir, et nous avons le chômage qu'on a partout et les imbécilités qu'on a partout. Donc, encore une fois, la finance, c'est quelque chose qu'il faut enlever de l'État, couper le lien entre l'État et la finance, fermer les banques centrales, mettre les banquiers en prison et revenir à un vrai marché de l'épargne, parce que l'épargne, c'est ce qui permet aux gens de se développer. Donc, on est, et j'ai pas peur de le dire, je l'ai écrit dans mon livre des lions menés par des ânes il y a 20 ans, nous sommes aujourd'hui sous la coupe de criminels et l'Église catholique n'a pas dit un mot. Et elle ne peut pas ne pas le savoir. Si vous avez lu Saint Augustin, Saint Thomas ou Saint Paul, vous ne pouvez pas accepter ce qui se passe. Et l'Église catholique ne dit rien. Voilà qui est dit, Joseph Touvenel. L'Église catholique, son rôle, c'est pas faire de l'économie. Hein. Enfin, il y en a d'autres pour ça. Son rôle, c'est de poser les bases pour une société juste. Et là, elle fait des choses. Alors, si vous aimez pas le 19e siècle, mais c'est vous qui m'aviez dit le libéralisme, il n'y a jamais eu de mort, et je vous ai dit loi Le Chapelier, etc. Je suis désolé, c'était au 19e. Alors, je vais aller un peu en arrière. Sur le prix, le juste. Oui, la liberté des prix, très bien. Le certain saint Thomas d'Aquin, qui est quand même pas n'importe qui, s'il a théorisé sur le juste salaire, comme c'était quelqu'un qui avait une tête bien faite, il a aussi théorisé sur le juste prix. Que dit-il? Il dit, il est normal qu'il y ait un échange libre et que le prix puisse se faire comme vous venez de le décrire. Mais il met deux bornes. La première, c'est que pour que quelqu'un ait un juste salaire, une juste rémunération de son travail, il faut payer un prix juste. C'est-à-dire qu'il condamne le prix trop bas. Et ça nous interpelle tous en tant que consommateurs. Est-ce qu'en tant que consommateur, j'ai une vigilance suffisante pour savoir si je paye tel service ou tel objet tout le long de la chaîne? Ceux qui ont travaillé, ce que je paye, leur permet de vivre dignement. Parce qu'on ne peut pas faire un monde sans morale. Sinon, c'est pas un monde humain. Et en tout cas, c'est certainement pas un monde chrétien. Et puis la deuxième barre qu'il met, faut pas payer trop bas, faut pas non plus qu'on nous mette des prix trop hauts. Et comme il aime bien se faire comprendre, il donne un exemple en disant c'est pas parce que j'ai de l'eau et que quelqu'un meurt de soif que j'ai le droit de lui vendre mon eau à n'importe quel prix. C'est-à-dire que l'espace de liberté qui est essentiel, qui est normal, est quand même encadré par le juste prix. Si je paye un service trop bas, c'est mal. Et si je fais payer trop haut, c'est mal aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire des êtres moraux. Charles Gave. Beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par parler des prix. J'ai lu, pas tout parce que c'est impossible, mais j'ai lu pas mal de choses de Thomas d'Aquin. Et autant, en tant qu'économiste, le Christ n'a jamais dit une imbécilité, autant Thomas d'Aquin en a proféré des milliers. Donc si vous voulez prendre un type qui a écrit au XIIIe siècle sur ce qui se passe dans l'économie, c'est pas vrai là. Bref, ne parlons pas de Thomas d'Aquin parce que c'est pas le sujet du débat. Et Thomas d'Aquin, bref, parlons d'autre chose. Quand vous parlez du prix, prenons par exemple l'exemple des ouvriers de la dernière heure, la 11e heure. Le Christ dit, regarde, vous allez travailler, il met un contrat, ils vont travailler toute la journée, ils ont chaud. Puis il y a les gars qui arrivent à la 3e heure, à la 5e heure, à la 11e heure, et le Christ leur dit, allez travailler,
vous verrez ce que je vous paierai à la fin. Et les types, ils y vont. Bon. Et il leur donne à tous la même chose. C'est sans doute votre salaire qui permet à tout le monde de vivre. Mais celui qui gueule, c'est le chef des syndicalistes. C'est celui qui avait commencé à 7 heures du matin, qui avait chaud toute la journée. Et le Christ lui dit, qu'est-ce qui te permet de penser que tu as le droit de m'attaquer sur la façon dont j'utilise mon bien? C'est une phrase terrifiante. C'est le patron qui détermine le niveau du salaire. Maintenant, vous pouvez me dire que c'est pas assez. Je voudrais revenir à une autre idée, mais ça, c'est en principe, on pourra en discuter longtemps, mais il y a beaucoup de travaux qui ont été faits en économie pour montrer que, logiquement, s'il n'y a pas d'intervention, le niveau de salaire vient toujours à un niveau suffisant. Donc, l'idée que les patrons peuvent forcer le salaire à la baisse, c'est une idée qui a été prouvée comme fausse par la quasi-totalité des travaux qui ont été faits sur les salaires depuis à peu près 200 ans, mais c'est pas grave, ça continue à circuler comme idée. Le fait qu'elle soit fausse, ça pas. Mais je voudrais maintenant dire une dernière chose qui est... Vous avez dit quelque chose qui pour moi est très grave. Mais vraiment très grave. Et au niveau humain presque. C'est que vous avez dit qu'il y a une morale collective. Dans le christianisme, il ne peut pas... Vous avez dit, l'homme est un être humain. Moral. Donc moral. C'est vrai. Nous sommes des êtres moraux. Mais nous sommes des êtres moraux. Moi, il y a des... Je n'ai jamais accepté... Aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans une période où on réintroduit la morale collective en disant vous êtes coupable parce que vous êtes blanc, vous êtes coupable parce que vous êtes juif, vous êtes coupable parce que vous êtes noir. Et donc, c'est pour ça que je dis que Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. J'ai le droit d'avoir ma morale à moi, mais je n'ai le droit de l'imposer à personne. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que moi, ma morale dit qu'il faut que vous payiez suffisamment tous les gars. Eh ben, je vous dis, non, vous n'avez pas le droit. Si vous voulez, vous créez un entrepreneur et vous payez les gars le prix qu'il faut. Mais l'idée qu'il y a une morale collective permet une punition collective. Par exemple, on a des problèmes aujourd'hui avec des travailleurs immigrés aujourd'hui. Très bien. Et je ne dis jamais c'est la faute des musulmans. Jamais. Parce que c'est un crime. C'est une responsabilité collective. Je dis l'islam est une saloperie, mais je ne dis l'Église a toujours condamné le péché, mais jamais le pécheur. Et donc cette idée de morale collective me révulse. Alors je sais bien que vous n'avez pas parlé de morale collective, mais vous avez dit qu'il fallait qu'on ait une morale. Or, c'est une façon de dire qu'il y a une morale collective. C'est-à-dire que moi je dis, il y a des gens qui dans la vie n'ont pas de morale, j'ai rien à dire dessus. Joseph Sevenel, il faut répondre sur la question de l'ouvrier de la dernière heure. Oui, je vois pas ce que j'ai à répondre sur l'ouvrier de la dernière heure. Le patron, quand il est Dieu, il fait ce qu'il veut, mais c'est le créateur. Et il se trouve que les patrons, chefs d'entreprise, sont pas le créateur. C'est peut-être ça qu'il faut qu'ils réalisent. Ce sont des serviteurs, comme nous tous. Quelle que soit notre place dans la société, nous sommes des serviteurs. Et le patron, tout le monde est un peu patron. Premier patron, nous sommes patrons de nous-mêmes. Deuxième, quand on a des enfants, nous sommes patrons de nos enfants. Troisième, il y a quelque chose qui s'appelle la subsidiarité dans les entreprises. Ça veut dire que chacun dans l'entreprise doit normalement avoir sa propre responsabilité sur ce qu'il fait. Il est patron de ce qu'il fait. Ça, un des problèmes aujourd'hui de l'économie française, c'est sans doute celui-là. C'est-à-dire qu'il y a une déperdition sur le travail bien fait. Sur je suis responsable de mon propre travail, je suis responsable de mon labeur. Et ça, on en paye des conséquences considérables. Si c'est juste, je viens, je suis payé, et puis après tout, je suis un libéral, hein. C'est quoi mon but? C'est de faire un maximum de fric avec le meilleur rendement. C'est quoi le meilleur rendement? J'en fais un minimum pour en tirer le maximum. Ça, en économie, c'est impeccable, hein. C'est un bon rendement, ça. Si je suis dans cette forme de pensée, alors, ma petite entreprise personnelle, comment je l'amène? Eh bien, j'essaye d'en tirer le maximum dans l'entreprise en foutant le minimum. Ça s'appelle le meilleur rendement. C'est pour ça que je me permets de dire que c'est une morale de chacun, de savoir que ça, ce n'est pas bien.
mais c'est aussi une morale collective, puisque si c'est la morale de chacun, c'est aussi la morale de la collectivité. Mais je vois bien qu'on souffre dans notre pays. J'ai des chefs d'entreprise qui viennent, qui disent « les jeunes restent plus, ils s'en vont ». Ben oui, ils ont compris ce qu'on leur a dit. On leur a mis comme modèle Bernard Tapie. Parfait. Parfait. Eh ben, faut pas s'étonner ensuite qu'ils soient pas attachés à l'entreprise, soient pas attachés à l'outil de travail. Ils sont attachés qu'à une chose, leur petite personne et leur eux-mêmes. Un dernier point sur comment on fait baisser, on l'a vu dans l'histoire plusieurs fois, je vais pas revenir là-dessus, sur comment des chefs d'entreprise peuvent faire baisser les rémunérations. Regardez l'histoire de l'immigration dans le secteur automobile. Regardez l'histoire de ces métiers en tension où on fait venir des immigrés parce que ça permet de faire baisser les rémunérations et ça donne un drame social, ça donne un drame économique, ça donne un drame national et aujourd'hui ce drame, on y est. Eh bien, je suis désolé, mais le patronat, le grand patronat, alors quand je parle patronat, les vrais patrons, c'est ceux des TPE, des PME, etc. On peut avoir des vrais patrons dans les très grosses boîtes. Ça devient de plus en plus difficile parce que généralement, ils sont pas patrons en fait. Mais ils ont une énorme responsabilité sur le drame que nous vivons aujourd'hui avec cette immigration qui est incontrôlée. Parce qu'ils ont voulu, à un moment donné, sciemment, tirer les salaires vers le bas ou ne pas les augmenter. Et en même temps, pour le secteur automobile, ils sont passés à côté des nouvelles technologies. Ils ont eu beaucoup de mal à les rattraper. Heureusement, ils les ont rattrapés. Mais là, on a un bon exemple avec l'immigration, comment tirer les salaires vers le bas. Justement, Charles Gave, c'est un bon exemple pour vous. Bah écoutez, je vais vous dire, quel est le pays qui a le niveau de vie le plus élevé au monde? Quel est le pays qui a les meilleurs salaires au monde? Quel est le pays où il y a le plus gros excédent budgétaire, le plus gros excédent extérieur, pas d'inflation, la monnaie la plus forte? Bien, oui, bien entendu, non mais je parle de la Suisse. Et la Suisse aujourd'hui, si vous voulez, se retrouve dans une position où elle a des excédents des comptes courants, etc. Et l'appareil industriel suisse est maintenant plus important en chiffres absolus que l'appareil industriel français, alors qu'ils sont 5 fois plus petits que nous. Pourquoi? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Vous connaissez le nom d'un politicien suisse? Quelqu'un connaît le nom d'un politicien suisse dans cette salle? Vous êtes bien informés tous. Juste au hasard. Vous connaissez le nom d'un syndicaliste suisse? Eh bien, c'est peut-être parce que vous connaissez ni le nom d'un syndicaliste, ni le nom d'un homme politique, que ça marche. C'est-à-dire que les Suisses votent sur tout. C'est-à-dire que c'est eux qui votent sur qui va être embauché dans l'école, c'est eux qui votent qui va être embauché. Donc, je vous donne, De Gaulle arrive, le poids de l'État dans l'économie française, c'est 30% du PIB. En Suisse, on est à 30%. On avance. Donc De Gaulle, c'était en 60. Ça fait 63 ans, allez. On avance rapidement de 63 ans. Le franc suisse est passé de 1 franc français à peu près 700. Oui, vous voyez. Parce qu'il y a eu le franc. Bref. Donc vous vous retrouvez, le franc suisse est monté sans arrêt. Et la Suisse est toujours à 30%. Et nous sommes à 61. Donc ça fait 60 ans que les hommes politiques français s'intéressent à nous, font des dépenses sociales, empruntent de l'argent, et emprunter de l'argent, ça n'est que de l'impôt différé. Donc, on respecte pas une des grandes lois de la démocratie, c'est-à-dire que dans une démocratie, le déficit budgétaire devrait être anticonstitutionnel, puisque vous faites payer les dépenses d'aujourd'hui par des gens qui payent pas, qui n'ont pas qui ne votent pas aujourd'hui, qui naîtront dans 20 ans avec la dette. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que j'ai pas besoin de, c'est ce que disait Bastiat, il disait, le monde a trop de gens qui veulent le bien de l'humanité, qui veulent s'en occuper, qui veulent faire monter son niveau de vie. Il faut supprimer le nom de ces gars-là et laisser les gens décider par eux-mêmes de ce qu'ils font. En Suisse, ils votent surtout, tout le temps. Par exemple, il y a eu en Suisse, il y a 2 ans, un référendum sur est-ce que les femmes doivent porter, en Suisse, peuvent porter la burqa. Les Suisses ont dit à 58 ou 59%. Non. Fin de la discussion, le souverain a parlé, les juges n'ont rien à dire. Donc, mais ce que vous comprenez pas, c'est ce que vous n'avez pas l'air de comprendre ici, c'est à quel point
on crève des gens qui veulent notre bien. Mais on en crève. C'est tous ces gens qui passent des lois. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'embauche une petite jeune femme, mettons, qui me coûte 2000 € par mois. C'est pas terrible, hein. Enfin, elle est payée 2000 € par mois. Elle me coûte plus de 4000. Elle reçoit ses 2000. Ensuite, elle va payer 10 ou 15% d'impôt sur le revenu. Puis ensuite, elle va payer 25% d'impôt sur la TVA avec ce qu'elle touche. Conclusion, elle me coûte 4000, elle touche 1200. Et où vont le reste? Les 2800? Qui s'en occupe? Personne ne gueule. Mais où ça va? Où va notre pognon? Rien ne marche. Rien ne marche. L'école ne marche plus, ce qui est un désastre pour les pauvres gens. L'hôpital ne marche plus. Et on vient me parler du capitalisme au 19e. Je leur dis, mais attendez une seconde. Aujourd'hui, les gens ne font plus leur travail parce que si vous êtes à la sécurité sociale, vous pouvez pas bien faire votre boulot. C'est chiant. Il y a 90% des boulots dans l'administration qui sont chiants. Eh ben, il y a deux notions du travail qui sont essentielles. La notion du labeur, qui vient de la machine des Romaines, qui était le labeur romain, c'était l'esclavage. Et il y a la notion du travail passion. Du travail sur lequel vous avez jamais cette idée de pas travailler parce que ça vous passionne. Vous pensez que Monsieur Raoult cherchait à gagner le maximum d'argent. Donc, ce qu'il faut, c'est que notre système éducatif, tout notre système politique, maximise autant que ça peut se faire la formation pour que chacun trouve son travail passion et que les autres nous foutent bien la paix. Et c'est ça le libéralisme, c'est rien d'autre. Arrêtez d'emmerder les Français, c'est tout, quoi. C'est ce que disait Pompidou. Vous savez que l'IEP est attaché à la subsidiarité, c'est un mot qui a été prononcé. C'est essentiel, la subsidiarité. Voilà, et c'est une démonstration de la subsidiarité. Exactement. Est-ce que vous avez partagé cette analyse, Joseph? Oui, parce qu'à un certain moment, j'entends Charles Le Gave et je me demande à qui il s'adresse. En tout cas, pas à moi, qui n'ai pas défendu mais si, les parce que choses vous qu'il attaquez condamne. pas le bon, vous attaquez pas l'État. Vous attaquez le patronat, mais vous attaquez pas l'État. Mais c'est pas, je tiens pas à vous faire de la peine, je vous interromps. Je sais que c'est pas bien, mais je dis, c'est un débat, mais vous n'attaquez pas le responsable de tous nos malheurs. Alors, l'État n'est pas le responsable de tous nos malheurs. Mais si. On a le droit de... Si on a le droit de penser le contraire. Je pensais que les libéraux laissaient la liberté de parole. Je constate que les libéraux sont aussi totalitaires que les autres. Mais non. Aimer la liberté, c'est pas être totalitaire. L'État... En face d'un pot de fleurs, il y en a un qui est d'un côté du pot et l'autre de l'autre côté. Évidemment, Allez, on va les laisser aller jusqu'au bout de leur démonstration. S'il vous plaît. d'accord avec tous les deux. C'est merveilleux. Et monsieur, vous avez largement raison, il y a beaucoup de points d'accord. Et c'est pour ça que je comprends pas. Vous n'avez pas parlé de l'État? Ben non, on n'en a pas encore parlé. C'est le débat. Pourquoi j'ai parlé du patronat? Mais parce que le patronat a une forte responsabilité. C'est l'exemple que je prenais sur l'immigration. Je suis désolé. Et je ne condamne pas le patronat. Je parle certains. Et voilà. L'euro. Alors d'abord, vous avez dit, vous avez parlé de la Suisse. C'est un très bon exemple. Vous savez qu'en Suisse, les syndicats sont très forts. Je peux vous présenter Travail Suisse avec quel travail. Donc, ça n'a rien à voir. Quand vous dites, oui, les syndicats, machin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça dépend quelle forme. Effectivement, en France, nous subissons un syndicalisme révolutionnaire marxiste depuis très longtemps. En Suisse, ils ont un syndicalisme intelligent qui permet, par une coopération, de faire avancer les choses, de régler les problèmes, etc. Comme d'ailleurs, ça se passe chez nous aussi, dans beaucoup d'entreprises, tous les jours, sans qu'on en parle. Avant de parler de l'État, je vais parler de quelque chose dont on n'a pas parlé depuis le départ, qui est essentiel, qui s'appelle les corps intermédiaires. L'État a un rôle essentiel, un rôle régalien. Mais entre l'État et les personnes, nous avons besoin des corps intermédiaires. Et dans tout le raisonnement de Charles Gave, je trouve qu'il manque les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, c'est ceux qui régulent, qui connaissent, qui évitent que la personne se trouve justement seule face à l'État. Aujourd'hui, chez nous, les corps intermédiaires ont été laminés, en grande partie par leur propre lâcheté. C'est-à-dire le corps intermédiaire patronat-syndicat s'est laissé laminer, s'est laissé contrôler par l'appareil d'État, par lâcheté, mais quand il a gardé sa responsabilité, c'est par exemple les caisses de retraite obligatoires du privé
complémentaires qui sont gérées patronat, syndicat, et depuis qu'elles sont créées, il n'y a jamais eu un emprunt, il n'y a jamais eu une dette, et il y a 70 milliards de réserves. Ça veut dire que quand on laisse la liberté, on va se retrouver aux corps intermédiaires. Et c'est pour ça qu'il faut laisser s'exprimer jusqu'au bout pour bien comprendre l'autre. Quand on laisse, et il faut réhabiliter les corps intermédiaires, le premier étant la famille, qui lui sort totalement du système économique. Parce qu'il y a l'éducation, il y a l'accueil. Et ça, c'est en dehors de l'économie. C'est pour ça que l'économie peut pas tout gérer, peut pas tout décider. Premier des corps intermédiaires, la famille. Et ensuite, réhabiliter les autres. Avec leur responsabilité propre. Par exemple, en matière économique et sociale pour le monde de l'entreprise, laisser plus de facilité aux branches professionnelles qui connaissent leur métier, qui pratiquent leur métier, de bâtir leurs règles. Évidemment, dans un cadre national, pour éviter que ce soit tout et n'importe quoi. Mais laissons plus de liberté aux corps intermédiaires, et je trouve que dans votre raisonnement, souvent vous mettez l'État, aujourd'hui l'État, c'est pas qu'il est trop fort d'ailleurs. Nous avons un État faible, et plus il est faible, plus il vient nous enquiquiner sur les détails. Oui, alors il prend beaucoup, bien sûr. Mais bien sûr, mais ça c'est sa faiblesse, oui, c'est sa faiblesse et c'est sa force, il se nourrit. Mais la question, vous l'avez posée, que font-ils de tout cet argent? On a quand même un certain nombre d'idées. Hein. Je vais vous donner un exemple sur lequel je me suis battu avec une députée qui me disait, et des journalistes qui me disaient, non, ce que vous dites n'est pas vrai, donc il faut leur sortir les textes. Aujourd'hui, vous avez une personne qui arrive en France, qui n'a jamais travaillé, qui a plus de 65 ans, et qui va avoir droit à 950, je crois 980 € par mois pour la retraite. Alors on va me dire, mais il y a des conditions. Oui, d'accord. Mais il y a les exceptions. Alors les conditions, c'est qu'il faut avoir été au moins de mémoire 3 ans sur le territoire national. C'est quand même pas beaucoup, sauf pour les réfugiés. Donc tous ceux qui arrivent réfugiés, plus de 65 ans, 980 € par mois. Et puis vous avez les autres exceptions. Alors ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier, vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur et vous dites droit à la retraite des étrangers, et puis ensuite vous faites comme si vous étiez, tiens, par exemple, un Algérien. Et on va vous demander. Alors vous cochez. Et vous allez voir toutes les dérogations. La dérogation de nombre d'années sur le territoire, etc., elle n'existe pas. Les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, un certain nombre de pays d'Afrique, les Anglais, et il me semble aussi les Suisses d'ailleurs. Pourquoi les Suisses? J'en sais rien. Combien ça nous coûte pour des gens qui n'ont jamais travaillé? Alors, je ne suis pas non plus pour laisser mourir les gens à la rue. Hein. Mais et que si je prends ces exemples-là et que je les rajoute, c'est tout à fait ahurissant. Et ce sont des sommes considérables. Et là, l'État ne fait pas son travail, qui est de permettre au pays de se développer, et non pas de distribuer comme ça, sans que ça ait vraiment de sens d'ailleurs. Et dernier point, parce qu'on arrive sans doute à la fin, je ne sais pas si vous avez vu depuis tout à l'heure, j'ai sorti ma carte bancaire. Juste pour vous dire une chose, il ne s'est rien produit depuis qu'elle est là. Je suis pas plus riche. Ce qui fait la richesse, c'est le travail. Et le travail, c'est quoi? Et je rejoins ce qu'a dit Charles Gave tout à l'heure, la notion chrétienne du travail. Travailler, c'est participer au bien commun, à l'œuvre commune, être co-créateur. C'est-à-dire que ce que l'on doit faire dans le monde, y compris de l'entreprise, c'est que le travail de chacun soit une responsabilité et une co-création. Et aujourd'hui, il y a trop de gens qui travaillent, peut-être à la sécurité sociale, mais aussi dans les entreprises privées, sans savoir vraiment ce qu'ils font, sans avoir leur dose de responsabilité. Je pense notamment à des gens dans les banques qui me disent « Mais moi, on me dit il faut vendre tel produit, je dois vendre tel produit, et je ne connais pas le sens, je ne sais pas. » Il faut retrouver cette valeur travail, c'est-à-dire participer au bien commun et être co-créateur. Vous vous rendez compte, co-créateur, c'est-à-dire quasiment à la place du créateur, et même les tâches les plus modestes, on peut être co-créateur. Celui qui vous parle,
il a été homme de ménage. Il a nettoyé les poubelles et il a nettoyé les toilettes pendant 2 ans. Et pourtant, mon travail avait du sens. J'étais co-créateur parce que je savais que si je le faisais bien, ceux qui viendraient derrière, ça serait plus agréable pour eux. Eh bien, il faut retrouver le sens du travail, ce vrai sens. Et celui-là, il nous fait monter et il dépasse bien l'économie parce que dernière chose, la mère de famille qui élève ses enfants, elle travaille, elle participe au bien commun, elle est ô combien co-créatrice. Et pourtant, ça ne rentre pas dans le schéma économique direct. Un économiste ne connaît pas la valeur de la mère de famille. Et justement, Si vous êtes marié, on ne vous laisse, si vous avez eu des enfants, on ne vous laisse pas ignorer la qualité du travail qui est fait à la maison. Donc c'est la première réponse. Tu sais en rigolant ma femme, qui est là au fond. C'est pas sérieux. Non mais j'ai été co-revu un livre qui a été écrit par un monsieur Orban, qui est le directeur du cabinet stratégique du vrai Orban, vous savez, celui qui est en Hongrie. Là. Et quand il a pris la Hongrie, Orban, il y a à peu près 12 ans, allez, elle était en faillite. C'était la France, vous savez, des dettes en monnaie étrangère, enfin bref, c'était l'angoisse la plus totale, ça marchait pas du tout. Ils étaient au bord de la faillite. Et cet homme, ce jeune Orban, qui doit avoir 45 ou 50 ans, qui n'a aucun rapport avec l'autre Orban, a posé comme principe pour son patron Orban les 4 principes suivants. Premier principe, la Hongrie est un pays chrétien. Bingo. Deuxième principe, l'organisation de base de la Hongrie, c'est la famille. Troisième principe, le travail doit correspondre, le paiement qu'on donne à un individu doit correspondre à du travail et pas à des subventions. Et quatrième principe, il n'y a que les Hongrois qui peuvent déterminer qui vit en Hongrie. Et ça a retourné complètement l'économie hongroise en l'espace de 12 ans. Et ça a été fait par un économiste. Ce que je veux dire, c'est que prenez les caisses de retraite qui marchent très bien en France. Et c'est vrai, c'est des clients à moi, je les connais par cœur. L'Argir, Clarco, tous ces trucs-là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, d'essayer de faire le gouvernement français? Leur piquer leur surplus? Et je vous ai entendu parler de ce merveilleux résultat qu'ils avaient obtenu, mais je vous ai pas entendu dire que le gouvernement voulait leur piquer leur surplus. Donc, encore une fois, vous ne voyez pas le vrai ennemi. Ce que j'essaye de dire depuis longtemps, c'est que l'ennemi qui nous menace tous aujourd'hui, ce n'est pas le patronat, l'entreprise ou je ne sais quelle bêtise, c'est ce monstre que ce brave Jouvenel, Bertrand Jouvenel, qui a écrit ce bouquin admirable qui s'appelait Du pouvoir, que tout le monde devrait lire, appelait le Minotaure. Le truc qui grossit tout le temps, sans savoir pourquoi il grossit, à quoi s'y sert. Donc c'est ça le vrai débat aujourd'hui de la liberté. C'est ça le vrai débat, parce que, si je peux me permettre, le but de ce monstre depuis 70, 80 ans, ça a été de déchristianiser la France. C'était son but numéro 1. Et ils y sont très bien arrivés. le Minotaure, Joseph. Je dois quand même très mal m'exprimer. Quand je prends l'exemple des caisses de retraite gérées par le privé, fais la comparaison avec l'État. Alors effectivement, l'État aujourd'hui essaye de piquer l'argent. Jusqu'ici, ils n'ont pas réussi. Ils l'ont pris dans d'autres domaines. Le 1% construction, par exemple, qui fonctionnait bien. L'État a mis la main mise. Mais attention à ne pas construire un monde en disant nous ne voulons pas d'État. Ça s'appelle l'anarchie. Sur aujourd'hui, en France, nous avons un État qui est une vraie pieuvre, mais attention à ne pas affaiblir aussi la puissance régalienne de l'État. Et c'est tout l'équilibre qu'il faut trouver. Et en triquitant trop l'État,
alors j'amène une espèce d'anarchisme qui détruit ce que nous avons fait depuis des décennies, et c'est tout l'équilibre. Aujourd'hui, l'équilibre, effectivement, j'en suis d'accord, est déséquilibré dans un sens. Mais attention, nous avons aussi besoin d'un État fort capable d'avoir une armée française forte, ce qu'elle est encore, un État fort capable de nous représenter, alors de moins en moins à l'international, mais nous avons besoin de cet État fort, un État fort qui a besoin d'assurer notre sécurité, un État fort qui a besoin de mettre en place les conditions pour notre santé, un État fort qui a besoin de mettre en... Voilà, on a besoin d'un État fort. D'ailleurs, quand Louis XIV régnait, c'était un État fort. Quand Saint-Louis régnait, c'était un État fort. Quand Charles de Gaulle était au pouvoir, c'était pas un État particulièrement faible. Par contre, effectivement aujourd'hui, c'est parti dans une ligne où ces gens ne gouvernent plus sur le régalien, c'est-à-dire sur leur premier devoir, et envahissent la vie quotidienne sans faire fonctionner, par exemple, ce qui doit, à mon sens, aussi sortir directement de l'économie, en tout cas de celle qui est de l'économie de la concurrence absolue. Je dis pas qu'il faut pas de concurrence, mais c'est par exemple sur, on a besoin d'un État qui régule les transports. Quand je dis qui régule, qui organise pour que le territoire soit maillé par suffisamment de transports. Parce que ça sert au bien commun de l'État, ça sert aux régions. Alors est-ce qu'il faut que ça soit directement l'État ou des entreprises privées? Mais le rôle de l'État, qu'il a abandonné, hein, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas des coins perdus dans les territoires. Et quand il y a des coins perdus dans les territoires, il y a les gilets jaunes. Alors, justement, je voulais... on arrive au terme, on a une dizaine de minutes que vous allez pouvoir mettre à profit pour poser des questions. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle ou pas. Bah, si on arrive à le faire fonctionner, ce serait bien quand même, hein. On peut parler sans micro, allez. J'ai l'impression Levez-vous, François. François Martin. Il y a une dispute entre vous, amicale, mais des disputes, sur la notion d'État. C'est-à-dire, j'ai l'impression que chez toi, Joseph, il y a le fait que trop d'État tue l'État, donc pas trop d'État, mais un État. Et chez vous, Charles Gave, j'ai l'impression que c'est carrément la notion d'État que vous remettez en cause. Non, c'est un mal nécessaire. Alors, la question c'est un mal nécessaire. C'est la suivante. Si effectivement l'État doit être, je dirais, aussi faible que possible, qu'est-ce qui garantit que ceux qui disposent de la richesse vont choisir, personnellement, vont choisir que la richesse doit être au service de l'homme plutôt que de faire en sorte que l'homme soit au service de leur richesse? Qu'est-ce qui garantit ça? En tout cas, c'est pas l'État. Comment se fait ce choix? En tout cas, c'est parfaitement posé. En tout cas, c'est pas l'État. Parce que dans tous les... Vous savez... je fais des travaux, j'essaye de comprendre ce qui se passe dans le monde, et ensuite, une fois que j'ai compris, je me précipite pour l'expliquer, et il y a des tas de gens qui me payent pour ça, et j'ai décidé maintenant d'expliquer gratuitement à tous ceux qui voulaient bien me prendre sur le site. Donc, si vous mettez sur un axe la corruption dans un pays, et sur un autre, le poids de l'État dans l'économie, vous avez deux axes, comme ça, et vous regardez, il y a une distribution parfaitement linéaire. Plus l'État est gros, plus la corruption est forte. Bien, ça c'est prouvé partout, dans tous les travaux, on le retrouve partout. Plus la corruption est forte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comme disait Milton Friedman, qui avait énormément d'esprit, que j'ai déjà cité une fois, il disait, quand un État est très corrompu, la première chose qu'un homme d'affaires doit faire, pour rester riche, c'est d'acheter le fonctionnaire. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que je dis, il faut que l'État soit dans tous les endroits où le marché ne peut pas aller. Mais il n'a rien à foutre dans les endroits où le marché peut traiter le problème. Parce que sinon, c'est la corruption. Regardez par exemple ce qu'on a fait à EDF. On a détruit EDF pour faire plaisir aux Allemands, en forçant EDF à vendre à perte de l'électricité aux copains du gouvernement qui ensuite payaient la campagne de Macron. Et on se retrouve aujourd'hui sans EDF, sans énergie nucléaire. Tout ce qu'avait fait De Gaulle, tout ce qu'avait fait Pompidou, tout ce qu'avait fait Giscard a été foutu en l'air par les Jospin, etc. Donc, le problème, c'est l'État a le monopole de la violence légitime.
Et s'il a le monopole de l'alliance légitime et qu'il est corrompu, les riches s'en mettent plein les fouilles. Parce qu'il n'y a plus de concurrence. La question, La question, c'est comment garantir que... comment garantir la concurrence? Non, non, non. Quand l'État est minimal, comment garantir que la richesse des riches sert le bien commun? Si je traduis un peu. Les forts vont choisir la vertu plutôt que de choisir d'institutionnaliser Mais ma réponse est exactement ce que j'ai dit. C'est le type de question fausse. Le danger, c'est pas qu'il y a des riches qui fassent pas ce qu'ils devraient faire, c'est qu'il y ait des types qui soient corrompus jusqu'à l'os, qui vous ruinent. Donc le problème, c'est s'il y a un type qui gagne plein d'argent et qui le met pas où ça vous plaît, c'est son problème. Mais par contre, que le haut fonctionnaire soit corrompu jusqu'à l'os, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire de France que les hauts fonctionnaires sont corrompus. J'ai jamais vu ça. Depuis Philippe le Bel, on avait toujours une classe de moins de soldats, et maintenant, ils sont corrompus jusqu'à l'os. À l'époque des épistes, j'ai déjà pas retenu les souris. Mais si je dis la question, c'est le droit du gars qui a trop d'argent de dépenser son argent comme il le veut, sans prendre le conseil de monsieur qui a une meilleure idée sur la façon dont il devrait le dépenser. Ça regarde pas monsieur. Ça, c'est son problème à lui, c'est pas le mien. Si je réponds parfaitement à la question, je dis, arrêtez de vous occuper de l'argent des autres. Essayez d'en faire vous-même. J'aurais juste deux remarques. La première, je crois pas que l'État fort génère forcément la corruption et que l'absence d'État, il n'y a pas absence de corruption. Je pense à un certain nombre des pays africains où il n'y a plus du tout d'État et il y a eu une corruption, alors là, à tous les étages. Bon, donc c'est pas. Je pense que ce qui fait la différence, c'est la morale. Pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait un corrupteur et un corrompu. Et ça, ce qui fait la différence, c'est la morale. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Allez-y, monsieur. Moi, je vous ai apporté de l'eau au moulin de... J'aurais posé une question. Oui, allez-y. Oui, mais ça viendra à la fin. Il y a quand même deux sociétés dans le monde qui ont vécu avec un minimum d'État, voire sans État. C'est l'Empire parthe qui a duré 200 ans au moins. Et il n'y avait pas d'État, il y avait juste une taxe lorsqu'on sortait du pays, 20%, quand les marchandises rentraient, 20%. C'est tout. Et ça a très bien marché pendant 200 ans. Et puis un deuxième exemple, c'est les 40 cités dans le triangle d'or de la Mésopotamie qui ont vécu, alors là, 7 siècles, il n'y avait aucun État, il n'y avait que des marchands, et il n'y avait aucun État, et ça a très bien marché, et il n'y avait pas d'anarchie, comme disait M. Touvenel. Deuxièmement, on a parlé de l'esclavage. Je vous rappelle quand même que l'esclavage a été aboli par Clovis II à la demande de sa femme Sainte Bathilde, qui était une ancienne esclave anglaise et qu'il avait épousée. Elle savait ce que c'était que l'esclavage et elle a demandé au roi Clovis II et il a aboli l'esclavage. C'est pas Victor Schœlcher. Il n'y a pas d'esclaves au royaume des Francs. C'était un principe du droit français. Voilà. Et enfin, je vous signale que lorsque Saint Jean-Baptiste baptisait les Juifs, il n'a pas baptisé que Jésus, les Juifs devaient s'engager au moment de leur baptême à lutter contre la corruption de l'État et aux mœurs dissolues des puissants. Je voudrais savoir combien il y a de catholiques qui s'engagent au moment de leur baptême, par leurs parrains s'ils sont petits, à lutter toute leur vie contre la corruption de l'État et contre les mœurs. Je vais répondre à votre question. Mon cher père, pour lequel j'avais énormément d'admiration, et il disait, c'est très facile d'élever des enfants, très facile, il suffit de leur donner l'exemple. Donc, je ne m'engage pas à lutter, à emmerder les autres. Moi, personnellement, je ne suis pas corrompu et je ne mène pas une vie dissolue. Et ça me suffit. Je ne porte pas de jugement sur ceux qui veulent le faire et je ne vais pas les embêter. Je veux dire, encore une fois, respecter la liberté des autres. Dans la mesure où ils font rien d'illégal, je n'ai rien à dire. C'est extraordinaire cette façon que tout le monde a de vouloir imposer sa volonté, sa morale aux autres. Mais commencez par vous améliorer vous-même. Le mal passe en chacun d'entre nous, moitié-moitié, on n'est ni bon ni mal, on est juste au milieu. Et foutez bien la paix aux autres, essayez de vous convenir convenablement, vous, et puis ensuite, le monde sera meilleur. Mais ne dites pas que vous savez ce qui est bon pour les autres. Ça, c'est le début de la fin. J'ajouterais qu'en 1982-83, j'ai travaillé dans une entreprise, on ne citerait pas de nom, qui employait en son sein, alors qu'elle ne faisait rien,
toutes les femmes des chefs syndicalistes à part la CFTC. Oui. Il y avait- Oui, monsieur. qui étaient payées à Mais la- je vous- Parce que ma femme est là, elle vous aurait dit que c'était pas vrai. Hein. Oui, oui. Non, mais on peut reprendre ça. Vous savez, il y a un grand rapport qui a été fait, puis je ne sais plus à quel moment, sur le fonctionnement, le financement des syndicats en France, qui avait été fait. Vous avez dû savoir à un moment que c'est le rapport qui a été fait par la Chambre des députés sur le financement des syndicats en France. Voilà. Eh ben, ça a été interdit de publication. Parce que les syndicats ne veulent pas savoir que le peuple sache comment ils sont financés. La CGT et tout le monde sait qu'il n'y a plus personne. Et qu'ils sont payés par l'État. Mais pourquoi payer des gens qui ne représentent plus personne? Quelle est la justification? C'est quand même extraordinaire de penser que l'État se croit autorisé à désigner les représentants du peuple, enfin, parce qu'ils sont soi-disant bien conduits de 1939 à 1945, donc vous pouvez filer du pognon qu'à la CGT, qu'à FO, lâchez-moi bien tranquille. Ça, en principe, ça devrait être comme en Suisse. Vous présentez si vous voulez, vous êtes élu et vous êtes délégué syndical. Et le droit du travail en Suisse fait 30 pages, le droit du travail en France fait 30 000 pages. Je pense qu'il faudra faire une soirée sur le syndicalisme parce que il me semble que sur quelques idées, j'ai juste vous donner une indication. En France, 98% des salariés du privé bénéficient d'accords supérieurs au droit du travail. C'est-à-dire que quasiment tous les salariés du privé bénéficient d'avantages et d'accords négociés par les syndicats. Et s'ils ne sont pas adhérents, ça veut dire qu'ils profitent gratuitement du travail des autres. Ce qui n'est pas très bien. Mais je vous signale aussi, pour donner une C'est idée, juste il n'y un a que petit... 7% des travailleurs dans le secteur privé qui soient adhérents à un syndicat. Oui, Donc c'était... ça veut dire qu'il y a 93% Non, qui non. pensent qu'ils servent à rien. Je vais juste vous dire un truc. Quand j'ai monté le syndicat dans mon entreprise, je faisais 78% des voix aux élections, pas des votants, des inscrits. C'est-à-dire quasiment tout le monde, il y avait une liste en face qu'on avait essayé de mettre, quasiment tout le monde. Dans la branche professionnelle où on n'existe pas, en quelques années, on est arrivé à faire 56%. D'accord? Mais j'avais très très peu d'adhérents. C'est-à-dire que si je veux, mais ça serait toute une soirée pour vous expliquer ça, si je veux regarder comment fonctionne le syndicalisme en France, il faut que je vois que c'est un syndicalisme de militants. Alors on est d'accord ou pas d'accord avec ces militants qui travaillent pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder le taux de participation aux élections. Parce que si je prends comme critère que le seul critère des adhérents, eh ben, je vais regarder déjà du côté des politiques, et je vais voir qu'ils sont beaucoup moins représentatifs que les syndicats. Il y a beaucoup moins d'adhérents en pourcentage, et en plus la cotisation est beaucoup moins élevée chez les politiques. Donc, regardons ça un peu autrement et un peu plus sérieusement que de façon caricaturale. Cela dit, vous avez entièrement raison, c'est un véritable scandale que le rapport qui avait été fait sur le financement des syndicats ait été caviardé. C'est scandaleux, il n'y a rien à cacher. Ceux qui ont à cacher, c'est qu'il y a un loup. Et par exemple, vous pouvez voir que à une époque, la CGT montait très très au créneau contre les lois, c'était l'époque CPE, etc. Et tout d'un coup, se sont arrêtés. Et dans le même temps, on a vu que le gros problème financier qu'ils avaient suite au siège surdimensionné qu'ils avaient fait construire, ce problème financier soudainement a été résolu. Et donc, moi je suis pour la transparence, évidemment. Je serai pour que les syndicats fonctionnent qu'avec les cotisations des adhérents, mais dans ces cas-là, on fait comme dans d'autres pays, ne bénéficient des accords que les adhérents. C'est pour ça que, par exemple, dans les pays nordiques, vous avez 90% de syndiqués. En Belgique, pour toucher le chômage, c'est via mon organisation syndicale. Vous mettez le même processus en France, vous allez voir le nombre d'adhérents qui va augmenter. Oui, c'est un sujet un peu plus complexe, mais il faut que j'en parle tranquillement avec Charles Gave pour lui donner un cours sur le syndicalisme. Et notamment dans le syndicalisme, n'oubliez jamais
qu'il y a le syndicalisme patronal, et il serait bon que dans le syndicalisme patronal, il y ait des gens qui se retroussent les manches et qui y agent, parce que j'aimerais bien avoir des interlocuteurs qui tiennent la route en face de moi. Une dernière question. Allez, j'avais une question du coup par rapport au rôle de l'État, vous évoquiez EDF. Qu'est-ce que vous pensez du Colbertine, mais pour être un peu plus contemporain? Colbert a ruiné la France. Mais ça, c'est un détail. C'était un truc. Le protectionnisme, j'ai jamais connu un pays protectionniste qui s'enrichissait. La réalité est assez simple, si vous voulez, encore une fois. Il y a un certain nombre de secteurs, et je pense en particulier à l'énergie, où vous ne pouvez pas faire de calcul économique rationnel. Je m'explique. C'est que la plupart des gens qui font des calculs économiques sur la valeur d'un investissement le font en fonction d'une méthode qui est celle du cash flow escompté à la valeur actuelle. Vous savez, vous prenez des taux d'intérêt, vous escomptez à la valeur actuelle, et ça vous donne ce que vous attendez, vous comparez ça au coût de l'investissement, si c'est supérieur, vous investissez. Mais la réalité, c'est que le cash flow escompté, et quand les taux d'intérêt passent au-dessus de 15-20 ans, quand vous escomptez sur 20 ans, ça vient à zéro. C'est-à-dire que les taux d'intérêt ne réussissent plus à faire la distinction entre les bons et les mauvais investissements. On n'y arrive plus, mathématiquement, on n'y arrive plus. Et donc, c'est là où l'État peut dire, comme il l'a dit sous De Gaulle, sous Pompidou ou sous Giscard, je vais prendre la décision de faire de l'énergie parce que je sais que c'est la bonne décision pour mon pays. Je m'en fous que je puisse pas faire un calcul rationnel. Et ça, c'est quelque chose que le secteur privé a beaucoup de mal à faire. Parce que s'engager sur 30 ans, les investisseurs, les actionnaires, ils vont gueuler en disant, mais ça va pas, non? Qu'est-ce que tu es en train de, on est en train de chasser une comète là-bas dans le fond? Donc, il y a des secteurs à duration très très longue, 30, 40, 50 ans, où le rôle de l'État est essentiel. Et c'est là où j'en veux beaucoup à la classe politique actuelle, c'est qu'un économiste peut tout à fait montrer que on peut créer un monopole qui aura un coût plus bas, par exemple un monopole étatique, dans le domaine de l'énergie, que le secteur privé en concurrence. Je peux vous montrer ça en 5 minutes tous les jours. Et donc, c'est ce qu'on avait fait avec EDF, on contrôlait tout le secteur, et pour des raisons de crétinerie de la classe dirigeante française aujourd'hui, ou de trahison, ou je sais pas, ou peut-être ils ont été achetés d'ailleurs, ça ne m'étonnerait qu'à moitié, ils ont peut-être vendu au plus, eh bien, on a détruit cette filière qui avait été bâtie par des gens qui avaient pris sur eux, et c'est là toute la noblesse du politique, c'est quand vous dites, je vais réfléchir à 40-50 ans pour mon pays, et je vais prendre des décisions, parce que personne n'a les outils, et s'il est mauvais, vous le direz, s'il est bon, il reste dans l'histoire. Donc, si vous voulez, encore une fois, c'est ça la question. L'État n'a rien à faire, mais il y en a pas, il y en a qui... Tout à l'heure, il y a quand même sur certains sujets dans le transport, on pourrait reparler du fluvial, le ferroviaire. Le ferroviaire, déjà, c'est le ferroviaire, le fluvial, tout ça, c'est des trucs à 5-7 ans. Vous avez aucun problème. Il n'y a aucune raison que l'État soit là-dedans. Mais aucune. Le transport, tout ça, c'est facile. Par contre, oui, le transport, ça, c'est facile. C'est des trucs à 5, 7, 10 ans. Vous avez aucun problème. Mais l'énergie, le cycle de l'énergie est à 35 ans. Donc, quiconque réfléchit sur l'énergie doit réfléchir à 35 ans. Et là, les taux d'intérêt ne fonctionnent plus. Mais c'est à peu près le seul secteur. C'est à peu près le seul secteur dans lequel une intervention de l'État se justifie conceptuellement. Mais j'en vois pas d'autres. Si, il y a l'éducation, mais là, c'est sans espoir. Merci beaucoup à tous les deux. Je crois qu'ils ont vraiment mérité vos applaudissements. Bravo. Et je vais laisser Ludovic peut-être nous dire un mot de conclusion, même si Joseph peut-être veut encore ajouter un chose. Moi, j'ai juste posé une question à la fin. Est-ce que la croissance économique doit se limiter à satisfaire le besoin des hommes, mais aussi également à promouvoir leur dignité? Promouvoir leur dignité. Voilà. Bien. Ouais. Merci beaucoup pour ce excellent débat. Merci. C'est juste, au fait, pour conclusion, je me dis, effectivement, vous savez, notre ADN, comme disait Louis, c'est effectivement, on essaye de devenir, avec l'Institut éthique politique, le laboratoire d'idées de la subsidiarité. Vous avez bien compris ce soir, sont
sans le cacher le mot, en fait, on a parlé quasiment que de subsidiarité. C'est-à-dire, Monsieur Gave a défendu un point de vue qui est, à mon avis, essentiel, c'est-à-dire la question de la responsabilité de la personne. Et Joseph, l'importance notamment de l'organisation sociale et des corps intermédiaires qui sont déterminantes pour justement exprimer justement nos talents dans la société. En fait, et de l'État, l'importance de l'État d'un État qui soit subsidiaire dans le sens où il doit faire ce que, effectivement, nous, en tant que citoyens, en tant que corps intermédiaires, on lui permet de faire parce qu'on n'est pas capable de le faire. Et de la même manière, on peut remonter jusqu'à l'Europe et puis à l'Organisation sociale mondiale. Tout ça, en fait, est simplement un déficit de subsidiarité dans une société. En fait, en clair, c'était le constat qu'on a fait avec l'Institut, qui a besoin de subsidiarité. C'est l'enjeu majeur. Et pour les chrétiens, c'est le principe. On se rend pas compte de la richesse de ce principe dans notre doctrine. Et c'est je pense, aujourd'hui, le principal dont on a besoin. Et c'est comme ça que je pense que le christianisme reviendra dans la société, aura une vraie présence dans la société, parce qu'il défendra ce principe. Et justement, en partant de la personne, en réhabilitant les corps intermédiaires, en essayant d'inspirer l'État pour ce qu'il a à faire, et justement, et c'est ce on va sortir, un document, effectivement, vous pourrez retrouver le travail qu'on a fait sur la subsidiarité, on a des documents gratuitement qu'on peut vous distribuer à la sortie. Et là, le prochain travail intellectuel qu'on sort, c'est justement le principe de subsidiarité qui est adapté à l'Europe. On va le sortir dans quelques semaines. C'est justement pour rentrer dans le débat et ce sera les rencontres qu'on va vous proposer pour l'année 2024 qui auront justement comme sujet l'Europe et la subsidiarité. Voilà, donc rendez-vous donc en 2024 et d'ici là, on va se réjouir un peu autour d'un pot d'amitié. Il y a effectivement les différents ouvrages accessibles. Et encore merci à tous. Bonne soirée, bonne fête de Noël par avance, bon avant. Et donc rendez-vous en 2024 pour reparler de subsidiarité. Merci, bonne soirée.